Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, alors Utopie, c'est quoi? C'est un projet qui s'est tissé, comme Aurélie l'a dit, depuis quelques années avec toute l'équipe du Mondanéum et en lien donc avec cette exposition temporaire que vous pouvez découvrir au deuxième étage. En fait, l'envie était un petit peu de mesurer la résonance qu'opère encore ce terme utopie sur les démarches spatiales actuelles et ancrées en Wallonie et à Bruxelles. Alors donc du coup, ce projet a pris corps, puisqu'il rassemble au final à la fois le Mondanéum, l'ICA, mais également le CAP, le CID Grand Tornu. Et donc ensemble, nous avons lancé en 2024 un appel à contribution transdisciplinaire, c'est-à-dire architecture couplée à une autre discipline, intitulé Quelles utopies pour la ville contemporaine. Alors, pas moins de 33 propositions ont été déposées et 8 projets ont été sélectionnés par le jury pour façonner le cœur donc, de cette programmation intitulée Utopie, qui va se déployer sur différents sites à Mons et au Grand Tornu jusqu'en novembre 2025. Alors la rencontre de ce soir introduit, contextualise et met en perspective l'ensemble de cette saison en prenant comme point de départ la Cité mondiale de Paul Hoteley. Nous allons ainsi arpenter un fragment de l'histoire et de l'actualité des utopies en interrogeant les manières dont elles contribuent depuis quelques siècles à l'invention de nouvelles formes d'habiter. Alors pour nous accompagner sur cet arpentage, nous avons 3 questions qui vont jalonner notre soirée. Et pour les aborder, et avant de vous laisser la parole pour un échange en fin de soirée, nous avons convié Wouter Van Acker. Bonsoir Wouter. Vous êtes ingénieur architecte et professeur associé à la faculté d'architecture Lacan Morta de l'ULB, où vous enseignez la théorie de l'architecture et un atelier de conception de master sur la réutilisation adaptative. Vous êtes l'un des spécialistes de l'œuvre de Paul Hoteley, puisque vous avez étudié dans votre thèse de doctorat les analogies architecturales de la connaissance dans son œuvre, mais aussi dans celle de Patrick Guedes et Otto Neurath. Nous avons ensuite Emmanuel Chiapone-Piriou, architecte et historienne de l'architecture, et vous travaillez en tant qu'autrice indépendante et commissaire d'exposition. Vos recherches et vos projets se concentrent sur les frictions entre à la fois l'architecture, l'art et la computation, et particulièrement sur leurs implications politiques et esthétiques. Et donc votre approche vous a mené en 2020 à assurer le commissariat de l'exposition Superstudio Migrazioni, qui s'est tenue au SIVA, et bien sûr de la publication éponyme qui l'a accompagnée. Et donc ce soir, vous allez puiser pour nous dans les démarches radicales des années 50 et 70. Merci d'être ici. Et puis nous accueillons Léon Drapeau. Léon, vous êtes architecte, l'une des 3 architectes avec Manuel Léon Fonjoul et Johnny Leia a fondé la faction militante Traum Novel. Votre intervention dans le pavillon de la Belgique à la Biennale d'architecture de Venise en 2018 intitulée Eurotopie vous a révélé. Et depuis, vous menez une démarche architecturale qui s'appuie et se développe sur une pensée prospective. Et d'ailleurs, comme vous nous l'expliquerez un peu plus tard, vous avez foi en la force qui réside dans la volonté d'essayer sans pour autant toujours réussir. Alors, les 3 questions de ce soir, tout un programme, oui. Les 3 questions de ce soir reprennent les aspects fondamentaux qui définissent l'utopie et qui pourraient être pris en compte dans les réflexions actuelles sur le renouvellement de nos modes d'habiter. Alors, ces 3 questions que je vous ai proposées, la première, c'est un petit peu le potentiel sociétal des utopies. La seconde, le potentiel spatial. Et finalement, le potentiel critique. Alors, je vais me retourner directement pour la première question vers Wouter en vous demandant quels idéaux en fait, de société accompagnent le projet de la cité modèle. L'idéal qui accompagne ce projet de clé que vous voyez ici, c'est un dessin de Maurice Heymans de 1935. C'est surtout cette idée de mondialisme qu'il proposait, un mondialisme, donc l'idée cette volonté de créer une société internationale, intercontinentale qui est coordonnée et qui est basée
sur une attitude positiviste chez lui, donc c'est-à-dire la volonté de créer une société euh, qui met en valeur aussi le progrès de la science, donc une volonté de vouloir harmoniser le progrès de la science avec l'organisation de la société. Hein. Donc ça, c'était une idée positiviste qui était très présente dans ce milieu intellectuel dans lequel Huxley oui, vivait, hein. Où il y avait des figures comme Hector Denis, Guillaume de Greef, Ernest Solvay, qui partageaient cette philosophie. Hein. Et donc, si tu peux aller vers l'autre image. Donc, c'est l'utopie de Huxley, hein, donc l'image précédente, mais aussi celle-ci de Thomas More. Hein. Les utopies nous aident vraiment à révéler les idéaux qui sont présents dans la société. Et donc, par exemple, chez Thomas More, il y a des idéaux qui restent d'actualité, mais des autres qui ne le sont plus. Chez Thomas More, par exemple, il y avait l'idée que chaque famille ou foyer avait droit à 2 esclaves. Hein, et donc, cette institution de l'esclave n'a plus de place dans les utopies contemporaines. Tu as des autres exemples comme chez Platon, la République. Dans la République, il propose d'enlever les enfants, de les séparer des parents et de les faire éduquer par l'État. Et donc c'est difficilement concevable aujourd'hui. Donc l'utopie, c'est peut-être bien de partir de la définition de base de Thomas More pour la discussion de ce soir. Donc de base, ça veut dire donc utopos ou non-lieu. Hein. C'est plus tard que ça sera étymologiquement lié à cette notion de eutopos ou le lieu heureux, donc la société idéale. Mais de base, c'était donc un non-lieu qui est présenté par une île avec une cinquantaine de villes qui se trouvent dessus, qui sont reliées par des rivières. Et cette île est séparée du continent, donc du monde réel, par un canal d'une quinzaine de kilomètres. Et c'est une fois que tu commences à comprendre comment cette société est organisée, en fait, tu te rends compte que ce monde idéal, imaginaire et un peu étrange est une transposition des systèmes et des règles qui organisent la société réelle. Donc il y a une sorte de transposition des relations et règles dans la société donc de l'extérieur dans un intérieur qui est cet monde idéal. Donc, pardon. Et donc, quelque part, donc, les utopies, donc ça c'est un projet de Huxley, hein, aussi de Maurice Heymans qu'il a dessiné, mais donc il y a, l'utopie sont sont des cartes cognitives et fonctionnent par un mécanisme d'analogie. Donc c'est le système spatial qui organise les utopies coïncident avec l'organisation sociale qui est proposée. Donc les utopies typiquement organisent ou bien la relation entre les individus de la société, donc les relations démocratiques par exemple. Souvent c'est aussi la relation à la nature, donc comment la ville et le paysage, quelle est la relation entre les deux. Souvent c'est aussi des utopies qui proposent des systèmes d'économie, donc la relation au travail. Chez Huxley, c'est surtout, donc il propose aussi une vision d'une société internationale, mais c'est aussi un système de savoir qui est proposé. Donc il propose un système idéal d'organisation du savoir, mais pas seulement ça. Donc ici, la figure architecturale que vous voyez, c'est pas seulement une organisation du savoir, mais c'est aussi une ontologie qui est présentée, l'ordre du monde finalement. Hein. Et pour faire ça, il se base sur des autres images qui ont été créées dans la Renaissance, donc surtout des théâtres de mémoire, qui dans la Renaissance étaient des images, oui, qui étaient cosmologiques, qui présentaient
comment le monde devrait être, enfin, était organisé, quels sont les grands axes comme nature, ordre et tout ça. Euh, et oui, donc pour conclure, enfin, l'utopie est donc une sorte de machine, hein, oui, une sorte de figure spatiale oui, qui met ça enfin, C'est-à-dire ça à la fois une pensée, un récit et une mise en espace qui a été tentée, on en parlera après, par Paul Hotelet. Au niveau des radicaux, quels étaient un petit peu les idéaux qui étaient sous-jacents à toutes ces idées? Alors, peut-être pour commencer, ce qui est intéressant, c'est de penser que le terme d'utopie n'était pas nécessairement utilisé par les architectes actifs dans ces années-là, qu'on a un peu vite, comme ça, qualifié d'utopiste ou le terme radical, mais en tout cas, on a associé le terme utopie à l'idée qu'il n'y avait pas de réalisation nécessairement, non? Donc, comme ça ne se concrétisait pas, c'était forcément utopique. C'est vrai que, par ailleurs, il y avait un vrai travail sur une projection futuriste, futurologique, même c'est des termes qui étaient en vogue à l'époque, mais que tout ça prenait avant tout racine, comme on voit dans cette image-là, dans l'horreur de la destruction de la Seconde Guerre mondiale. On voit ici une image d'Arata Isozaki au Japon qui représente ce panorama d'Hiroshima complètement détruit, sur lequel il fait émerger comme ça des mégastructures dont on ne comprend pas tout à fait si elles sont des ruines ou des architectures en devenir. Cette question de la destruction de l'Europe et de l'Asie notamment va travailler énormément l'architecture. Et donc elle va la travailler en prenant des formes qui vont être celles d'une sorte de catharsis. Donc on va voir, je ne sais pas, des proximités avec l'expressionnisme abstrait, voilà, je ne sais pas, Hollein, Hans Hollein, autrichien, qui va mettre du rouge absolument partout, comme le sang, comme cette chose qu'il faut voilà, externaliser. Mais ce qu'il y a aussi, ce qu'on va voir, c'est des tentatives dans les sociétés, notamment occidentales, de repenser un rapport à la vie. Il y a évidemment ce que dit Adorno sur cette impossibilité d'écrire encore de la poésie après la catastrophe, mais aussi une vraie volonté de trouver des moyens d'exister encore et de réinventer la vie. Donc il y a aussi des tentatives on est tenté par une forme plus ludique d'existence. C'est aussi, il faut imaginer, la naissance, ce qu'on va appeler, en tout cas en Europe, les 30 Glorieuses, et donc d'un certain rapport renouvelé à la technique, à la technologie, dont il faut toujours penser la technique est à la fois responsable de la destruction totale. Il y a le spectre du nucléaire n'est pas que le nucléaire, évidemment, militaire, c'est aussi le nucléaire civil, et on arrive à un contexte de guerre froide, mais il y a aussi ce rapport à la technique qui va pouvoir, au contraire, émanciper l'individu. Et ça, c'est une notion très importante, je pense, on ne peut évidemment pas tout réunir, parce qu'il y a des Britanniques, il y a la contre-culture américaine, il y a les Italiens, les Autrichiens, les Français en Belgique, mais il y a aussi les Japonais. Donc il y a plein de mouvements différents qu'on met comme ça sous ce chapeau des utopistes. Mais disons que peut-être que ce qui anime largement tous ces architectes, c'est d'une part le rejet d'un certain fonctionnalisme, le rejet d'un modernisme qui est, on va dire, ce qui guide, disons, une vision moderne au sens intellectuel et au sens presque stylistique de la chose qui est en vigueur entre les deux guerres et qui survit à la guerre dans une version appauvrie. Voilà, et extrêmement fonctionnaliste, et donc qui va limiter en fait le pouvoir d'agir, le désir, et qui va enfermer l'individu, en tout cas qui est conçu comme ça. C'est vrai parce que les grandes figures du modernisme sont critiquées au sein même du mouvement moderne, sont plus âgées, et parce qu'il y a des suiveurs qui produisent une forme de modernisme assez appauvri. Et par ailleurs, disons qu'il y a aussi cette conjonction avec tous les autres phénomènes de la société. Bon, évidemment, en termes philosophiques, la naissance du structuralisme, la cybernétique, etc., la théorie de la communication, tout ça va travailler les architectes, mais il y a aussi le pop, la conquête spatiale, le cinéma, enfin, c'est une grande période d'émancipation. Ce qui va, donc il y a cette idée des nouvelles expériences et cette idée qu'un rapport renouvelé au monde va prendre une dimension sensible, formelle dans certains cas, mais aussi et avant tout sensible, donc nouvelle expérience. Et là, on voit Constant, donc New Babylon, qui est un projet d'un peintre, mais qui reste comme ça, comme une sorte
paradigme de ces projets-là, qui est un projet au long cours d'une ville mondiale, parce que la dimension urbaine de cette révolution-là, elle est fondamentale. La ville devient ce terrain d'émancipation, de réinvention, et de réinvention, ou plutôt de presque de co-création ou de co-conception du monde entre l'architecte et l'habitant, l'habitante. Donc l'architecture devient ce qui soutient et ce qui permet l'invention de chacun, de chacune, de son propre environnement. C'est vrai avec ce projet qui s'appuie énormément sur les théories de l'homo ludens de Huizinga, donc qui va penser en fait la dimension politique et émancipatrice du jeu, d'un rapport à la vie qui est aussi libéré des injonctions institutionnelles, religieuses, familiales, mais aussi libéré du travail. On va imaginer une vie qui va être, parce que tout à coup les moyens de production sont en train d'évoluer, qui va être libérée du joug du travail, donc qui va de pair avec l'idée de temps libre et donc de réinvention. Ça va prendre des formes, par exemple, chez Claude Parent, l'idée que la ville fonctionnaliste, elle est verticale et horizontale, et la ville émancipatrice, elle va être à l'oblique. Donc on va voir des villes-ponts, on va voir des villes sur l'eau, on va voir tout un tas de choses. Et un autre point qui est également important, c'est le rapport à la technique. Donc comme je disais, cette technique qui est très ambivalente, qui rejoint en fait chez certains une vision positiviste de la science, du progrès évidemment, et qui va comme ça, alors pour certains être comment expérimenter de manière extrêmement ludique. On voit là Instant City de Peter Cook, qui est un des membres d'Archigramme, qui est un collectif qui se fait connaître en faisant des fanzines d'architecture qui empruntent à l'univers de la BD. Et là, Instant City, vous voyez que la dimension urbaine, elle est pur événement. Donc, plus rien de ce qui auparavant caractérisait la ville n'est présent dans cette image. C'est du paysage, c'est en l'occurrence une plage, c'est le lieu du loisir et du plaisir et du corps qui est instantanément et de manière spontanée mais aussi temporaire, éphémère, devient une ville parce qu'on y amène ce qui fait la ville contemporaine, qui est le divertissement, l'accès à l'information, etc., etc. Et l'architecture, vous voyez, elle est gonflable, elle se déplace, voilà. Il y a plein de choses à dire encore, mais je pense que ça fait des premières pistes. Oui, tout à fait. Et alors, je me retourne vers toi, Léon. Qu'est-ce que quel est un petit peu dans votre pratique, est-ce que c'est aussi porté par des idéaux? Quels idéaux porte votre pratique, ou quelle pratique, ou comment votre pratique engendre de nouveaux idéaux aussi? Tout quoi, en gros. Ok. Pour répondre à cette question, j'ai tiqué sur un truc que tu as dit, Emmanuel, entre deux phrases fascinantes sur cette époque-là. Tu as dit à un moment, l'architecture est le soutien d'un, et puis après j'ai mal noté parce que tu parlais trop vite. Mais du coup, j'ai rempli à la place, j'ai mis d'un ordre social et ou politique. Et en fait, pour redire cette même chose dans un autre ordre, c'est vraiment ça la démarche que nous on mène en tant que bureau d'architecture. C'est que en tant que praticien-praticienne, on a à notre disposition un outil, c'est l'architecture. Ça aurait pu être le texte, ça aurait pu être les sciences, ça aurait pu être la politique, ça aurait pu être tout un tas d'autres métiers, mais celui qu'on a, c'est l'architecture. Et donc notre objectif à nous, c'est d'assumer ce fait qui est que lorsqu'on érige un bâtiment, lorsqu'on produit une architecture, lorsqu'on fait un projet, on change le monde. Je dis ça au sens strict, je ne le dis pas au sens peut-être utopiste du terme. On opère un changement sur l'espace, sur le monde, et donc pour nous, la première démarche, c'est celle de prendre connaissance et d'assumer à quel monde on contribue, c'est-à-dire cette construction, cette architecture, cette opération que l'on fait, vers quoi elle porte, quel est le discours qu'elle porte en elle-même. Il n'y a pas de geste qui ne soit pas un geste politique. Que l'on en ait conscience ou pas conscience, que l'on l'assume ou qu'on ne l'assume pas, ne change rien. Cette politique est sous-jacente à la production. Et donc, lorsqu'on maîtrise, connaît le discours qui est porté par notre production, alors de fait, on ne peut pas produire n'importe quoi, on est forcé de se poser des questions sur ce qu'on produit. Le travail ou la recherche utopique,
ou l'outil de l'utopie, disons, c'est une question qu'on s'est posée assez tôt dans notre pratique. Pour vous illustrer comment on s'y est pris, on s'est jamais mis autour d'une table, on est 3 associés, on s'est jamais mis autour d'une table en se disant « Allez, viens, on fonde un bureau d'architecture ». Pas du tout, on a plutôt juste voulu un espace pour réfléchir. Et réfléchir, ça passait à cette époque-là pour nous, qui étions encore à l'école et qui se posions beaucoup de questions, c'était simplement, en fait, poursuivre cette capacité qu'avait le studio d'architecture à l'école à poser des questions, à se poser des questions et à s'interroger sur le monde dans lequel on vit et le monde vers lequel on tend. J'avais préparé 2 projets pour vous parler de ça, pour vous montrer un peu les différentes manières qu'on a eu de l'aborder. Ici, on a un extrait du projet qui s'appelle Atom People, ou le peuple de l'atome. En fait, beaucoup de nos projets du début de notre fonctionnement, c'était des projets de papier qui s'assumaient comme tels. Bon, en tout cas, ici, c'est traduit en maquette, mais peu importe. On prenait une posture sociétale qui nous remuait à ce moment-là, et on la poussait vers un extrême pour explorer. C'était un peu utiliser l'architecture ou l'urbanisme comme outil fictionnel pour comprendre les tendances. C'est de la prospective, en fait, concrètement. Ici, c'était un projet de ville enterrée qui partait du postulat de l'existence d'une énergie illimitée atomique dans un monde détruit par une raison X ou Y. Et donc, ce qui s'invente autour de ça, c'est tout un ordre social. Comment peut fonctionner cette ville qui est basée sur juste cet unique changement ? Ça, c'était ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est que le versant de l'utopie, évidemment, c'est la dystopie. Et j'ai la conviction que c'est beaucoup plus facile de produire une dystopie que d'imaginer une utopie déjà pas ridicule, qui fonctionne et qui réussisse à convaincre. C'est encore un autre niveau. La dystopie, c'est facile parce qu'il n'y a qu'un critère à changer. On le pervertit à un tel niveau qui devient en lui-même presque terrifiant. La dystopie, elle est quand même utile pour mesurer, évaluer les risques, en fait, et les tendances. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait au début, peut-être dans la colère, peut-être dans la volonté de ne pas accepter le monde tel qu'il fonctionne. On a fait beaucoup de tentatives d'utopie aussi. C'est beaucoup plus difficile. J'ai pas de projet à vous montrer qui ait une valeur utopique. Mais je peux vous montrer un second projet qui est beaucoup plus tard. C'est un projet de l'année dernière qui vise à... Donc on nous a demandé d'intervenir sur ce monument des pionniers belges au Congo, dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles, en nous disant « mais bon voilà, vous pouvez vraiment pas le toucher, il ne s'agit pas de l'abîmer, il doit être récupérable en l'état, bon bah voilà, débrouillez-vous quoi ». Et ce qu'on a refait, c'est on a rejoué la cérémonie d'ouverture de ce monument, qui a eu lieu sur une période très 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 allongée parce qu'il y a eu des guerres, des monuments pas finis et des politiciens qui n'étaient pas tout à fait prêts à différents moments. Donc ça a été une ouverture tardive et longue. Et donc sur l'espace d'1 année, sur cette scène qui a été placée devant le monument et devant le rideau qui peut voiler ce monument, on a permis à l'expression de tout un tas de différents événements, installations. En fait, c'était une scène qui était littéralement donnée au monde associatif. Avec la mise en retrait, voilé, dévoilé, est-ce que l'on montre, est-ce qu'on cache, etc. Je fais une parenthèse, parce que c'est extrêmement difficile en tant qu'architecte. Je trouve qu'on nous demande très souvent de faire aussi de la médiation, de l'animation, en l'occurrence ici de la programmation. C'est pas notre métier, c'est très difficile. Pas de conclusion plus que ça. Merci. Donc effectivement, pour cette première question, on voit bien un petit peu dans quelle mesure et la réflexion, qu'elle soit critique sur le mode de société actuel, est en fait le dénominateur pour réfléchir autrement et réfléchir via l'utopie ou même la dystopie. Un autre potentiel qu'on voit et qui est intéressant, c'est de voir notamment chez les radicaux ce moment de passage de l'utopie à la construction, c'est-à-dire à la réalisation.
comme il est fragile et comme c'est aussi, tu l'as très bien dit, parce que ce n'est pas réalisé, alors c'est utopique. Et donc du coup, Wouter, je voulais me retourner vers toi en te demandant, est-ce que la cité mondiale, à l'origine, c'était une utopie ou c'est devenu une utopie parce qu'elle n'a pas pu se réaliser? Oui. Non, je pense certainement, au début, Paul Hotelet s'est identifié ou défini comme bibliographe et internationaliste. Donc il était ancré dans les pratiques très concrètes de la bibliographie, hein, de ces fiches que vous voyez ici autour de vous. Hein, c'était pas seulement c'était très innovateur à ce moment-là, aussi dans sa collaboration avec Henri Lafontaine, hein, prix Nobel de la paix. C'était un internationaliste qui faisait partie de ce milieu de internationalisme. C'était aussi un visionnaire dès le début, et certainement avec cet idéal de la cité mondiale, hein, la cité mondiale qui est l'idée d'avoir un centre, un quartier dans des villes où toutes les institutions internationales seraient concentrées, réunies ensemble. Et donc pour lui, ce n'était pas seulement un idéal, il voulait vraiment réaliser cette idée. Et pour faire ça, c'est pour ça qu'il collaborait avec des architectes pour avoir un projet concret qu'il voulait localiser à un certain endroit et qu'il voulait organiser. Mais il faut situer aussi cette idée-là qui nous semble, quand tu vois les images de la Cité mondiale, pour nous, ça peut apparaître assez étrange, mais il faut le situer dans la période juste avant la Première Guerre mondiale, où l'emplacement géographique des sièges des associations internationales, mais aussi des congrès, que c'était un enjeu politique majeur à ce moment-là. Donc il y avait des campagnes concurrentielles entre des pays et des villes pour attirer ces associations internationales et des congrès dans leur ville. Un peu ce qu'on voit aussi avec les Jeux olympiques maintenant, qu'il y a des compétitions entre les villes. Enfin, c'était ça qui se jouait. Par exemple, l'image que vous voyez, c'est un projet de Berlage. Hein. C'était au moment qu'on cherchait, on allait localiser la siège du cours international. C'est pour cette raison-là qu'elle est encore à La Haye, mais ça s'est décidé à ce moment-là. Oui. Et donc, Hotelet a collaboré avec pas mal d'architectes. Donc, il a approprié un projet d'Ebrard et Andersen qui localisait à Tervuren. Puis, après la Première Guerre mondiale, on cherchait oui, un endroit pour localiser le siège de la Société des Nations. Hein. Et donc en 19 oui, donc Hotelet proposait un projet d'Oscar Francotte, mais finalement, bon, Genève a été choisie. Et c'est à ce moment-là qu'on a organisé une compétition pour la siège de la Société des Nations en 28, un concours que Le Corbusier a perdu. C'est à ce moment-là que Hotelet arrive à convaincre Le Corbusier de travailler avec lui pour proposer un contre-projet. Sur le même site. Sur le même site de Genève, oui, à Genève, un projet du Mondaneum et d'une cité mondiale, mais donc une proposition qui ancrait ce Mondaneum qui est un centre de sciences, de culture, d'information au cœur de la cité mondiale. Donc c'est une critique sur un projet qui est surtout politique, la Société des Nations, quoiqu'à ce moment-là, il y avait déjà à Paris, en 24, un institut international de coopération intellectuelle qui était fondé. C'est le prédécesseur du UNESCO. C'est pour cette raison-là que l'UNESCO est encore à Paris. Puis après, après Genève, on voit que cette idée de cité mondiale change selon le contexte. Donc, Hotelet va continuer à vouloir réaliser. Là, on est en 28 alors donc, dans les années 30 et 40, il
va continuer à proposer des projets avec des autres architectes comme Heymans, comme Jasinski. Et une fois qu'il était décédé, l'idée aussi ressurgit, par exemple en 1949, juste après la Deuxième Guerre mondiale, quand Le Corbusier fait partie d'un comité qui va suivre le chantier de la Société des Nations Unies à New York. Il va reparler d'Otley parce que c'est un peu la même histoire qu'en 29 à Genève. Puis Jasinski va reproposer le Mundaneum qu'il a dessiné en 58 pour l'expo à Bruxelles, l'expo universelle. Mais donc, chaque fois, ça dépend du contexte historique, la signification de la société, de cette cité mondiale, ce que ça implique, quel est le message. Là, je pense que l'utopie a toujours eu un rapport particulier avec l'histoire et le temps. Donc, Thomas More, de nouveau, c'est au moment que cette utopie, son livre est publié, c'est aussi le moment que l'histoire, en tant que notion moderne, émerge donc l'idée de l'histoire comme une dynamique perpétuelle et continue. Oui, donc l'utopie est aussi quelque part, enfin c'est un non-lieu, mais c'est aussi une sorte de non-temps, on pourrait dire. Donc c'est sorte, ça se situe souvent dans une temporalité qui veut. Zygmunt Bauman disait que des utopies sont des couteaux qui pressent contre le futur. Donc on peut interpréter que l'histoire comme remplie de certains potentiels utopiques et qui restent être repensées, redécouvertes. Et l'histoire de la cité mondiale, c'est aussi l'histoire, plein de moments, il y a des opportunités à peut-être les réaliser, ça ne se fait pas. Tout à l'heure, tu montrais une image de Constant, c'est vrai. Et puis, en fait, on se rend compte en fait, que la transition entre la cité mondiale et son histoire va jusqu'en 50, donc au début des radicaux. Tu montrais donc tout à l'heure une image de Constant qui était très liée à l'international situationniste. Et on a vu justement ce moment de bascule chez l'IS entre réflexion et passage à l'action qui a séparé les intellectuels des artistes et des architectes d'ailleurs. Mais est-ce que tout ce qui a été présenté, et tu le disais déjà un petit peu tout à l'heure, était voué à être réalisé ? Il y a autant de réponses qu'il y avait de projets, je pense. Peut-être par quelques exemples. Oui, bien sûr. Et là, justement, il y a des mouvements. Il y a une figure intéressante qui est un animateur de cette scène, en tout cas d'une partie de cette scène, qui est Michel Ragon, qui va publier tout un tas d'ouvrages qui s'appellent « Où vivrons-nous demain ?» Prospective et futurologie, les villes du futur, enfin, il y a tout comme ça, les cités du futur, je ne sais plus exactement. Cette idée du futur, elle est tout le temps présente. Mais tous ces gens-là, que ce soit les membres du GIAP, Yona Friedman ou d'autres, ils insistent, en fait, ce sont des réalistes, non ? Et que pour penser ce qui va venir, il faut avant tout s'intéresser à ce qui se passe là. Et ça va être fait de manière très, très concrète, quoi, en mobilisant des connaissances qui viennent de tout un tas de domaines et en étant aussi très au fait de ce qui se développe. Par exemple, la cybernétique. Bon, la cybernétique, c'est à partir des années 50, voilà, et ils sont au courant de ces choses-là, non ? Donc, et puis il y a aussi toute une histoire d'architectes qui vont amener des références, voilà, parce qu'ils parlent anglais. Enfin, voilà. Donc il y a tous ces mouvements-là qui sont intéressants à prendre en compte. Tout à coup, c'est des gens qui ouvrent, et c'est peut-être le dernier moment, avant que ça se referme complètement, l'architecture a tout un tas de connaissances hétérogènes. Et donc, il y a les réalistes, mais il y a aussi plein de gens pour qui le réalisme et le fait d'être tout à fait adéquat à l'époque fait qu'on arrive à ce type de projet. Par exemple, chez Hanselheim, qui va écrire un manifeste qui est Alles ist Architektur, donc tout est architecture, puisque tout est communication. Il faut penser que c'est le moment par exemple, Understanding Media de Marshall McLuhan, qui est un anthropologue qui s'intéresse aux médias et au fait que tout est signe. La sémiologie, justement, qui vient de la linguistique de Saussure, mais qui est reprise par des figures comme Umberto Eco, donc qui va s'intéresser aux médias. Alors les médias, à l'époque, c'est évidemment pas Internet tel qu'on le connaît, mais c'est la radio, c'est la télévision naissante, c'est les slideshows, les
diaporamas, les architectes vont se saisir de tout ça. Et Hanselijn va s'intéresser à ça. Il faut imaginer que dans ces techniques et ces technologies, on inclut aussi tout ce qui va augmenter l'homme, donc de manière physique mais cognitive, y compris les drogues. Il faut imaginer que les États-Unis, il y a une histoire à la fois institutionnelle, militaire et récréative de l'usage des drogues, et le LSD va être une des techniques de réappréhension de l'environnement. Donc, par exemple, chez Hanselijn, vu que l'architecture elle est communicative, elle est cognitive, avant même d'être physique, on prend une pilule et on a une expérience d'architecture. Donc si par exemple, il y a toute une série, si on en prend 3, on a une cathédrale. Si on en prend 2 bleus, on a, je sais pas, je sais plus exactement, mais voilà, en tout cas, je sais que 3 rouges, c'est une cathédrale. Une jaune, c'est l'architecture. Voilà. Donc il y a cette dimension-là, qui est vraiment une architecture qui se veut avant tout communication, qui se veut être médiatique. Peut-être qu'on peut, voilà. Alors, dans certains cas, il est presque évident que la dimension là, on rencontre presque la science-fiction. Dans certains cas, comme dans Medium Total, toujours des Autrichiens, donc Hutt et Dominique, qui vont être des gens qui vont être justement très intéressés par la cybernétique et par la manière dont la cybernétique, donc qui est la science de la communication et du contrôle dans l'homme et dans la machine, qui va traiter le monde à travers la notion d'information, d'entrée, de sortie et de boucle de rétroaction. Donc l'idée que les systèmes peuvent finalement réorienter leur développement et leur action en s'informant eux-mêmes et voilà, à travers la rétroaction, eux vont, et donc c'est dans la machine et dans l'animal, donc l'animal c'est tout ce qui est organique, eux vont imaginer un futur dans lequel l'architecture serait quelque chose qui, quand ils font des coupes, on dirait vous savez, quand on analyse des insectes ou et qu'on met entre 2 plaques et qu'on voit la coupe vraiment sur l'organisme, c'est à la fois des branchements, de l'électronique, et on dirait des réseaux de synapses. Donc c'est cette idée déjà de une intelligence qui ne serait pas tout à fait humaine, d'un organisme qui serait augmenté. Voilà. Et là, donc, ils imaginent Medium Total, l'architecture devient l'environnement total, et la Terre étant largement détruite par l'action humaine, eh bien, il nous reste à finalement faire corps avec ce médium total, migrer, en l'occurrence là sur la Lune, coloniser les autres planètes. Ce médium qui est une espèce de gélatine, vous voyez, croissant, qui est à la fois donc électronique et organique, et puis on va pouvoir remigrer sur la Terre, ou en tout cas sur ce qu'il en reste. Là, il n'est pas évidemment question d'application. On n'est pas dans l'idée qu'à terme, il serait souhaitable, mais disons qu'on s'empare aussi du récit et de la puissance de l'image pour produire alors à la fois peut-être quelque chose de souhaitable et quelque chose d'extrêmement effrayant, comme tu le disais, Léon. Et puis, on a des approches beaucoup plus critiques qu'on a qualifiées de dystopiques, qui sont par exemple ce qui va se passer en Italie avec No Stop City ici d'Archizoom, où là il y a une critique assez acerbe, bien qu'elle soit... alors c'est une petite vidéo, je ne sais pas si on va cliquer dessus, mais voilà, ce sont des photos de maquettes de l'époque, voilà, où vous voyez que No Stop City, c'est une ville totale conçue pour la Terre, enfin, qui d'une certaine manière donne une forme à ce qui est effectivement la force, selon ces architectes italiens, qui transforment effectivement le monde, qui sont des logiques de production, des logiques capitalistes de production, où finalement il y a une conjonction, presque une confusion entre la ville et l'usine, la ville et le parking souterrain. Et donc ils vont donner à ces visions urbaines des formes qui sont à la fois extrêmement critiques, anxiogènes, puisqu'il n'y a plus d'extérieur possible. Vous voyez que la ville aurait comme avalé ce qui reste du monde, Vous avez 3. Et alors à l'intérieur, par contre, on retrouve cette vie tout à fait nomade où on transporte, alors c'est Super Studio qui dit ça, on transporte que quelques objets d'affection et on peut complètement aller coloniser comme ça. Voilà. Mais donc à la fois, c'est extrêmement réaliste par rapport aux mutations de l'époque, et ça les donne à voir de manière extrêmement anxiogène. À nouveau, ce projet-là est un projet qui est avant tout critique, théorique, politique, qui n'est en aucun cas une projection, et peut-être qu'on peut juste... toute dernière, non, on ne peut pas. Ah, voilà. Et là, à nouveau, toujours des Italiens, donc Super Studio, qui sont des contemporains,
avec ces actes fondamentaux, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est en même temps qu'Archizoom une stratégie de la négation, une stratégie du refus. L'architecture ne veut plus jouer ce jeu qui est de transformer le monde. Elle le critique, elle le pense, mais elle se met en retrait. Et c'est finalement toute la charge critique, elle consiste à se mettre en retrait et à renouer avec quelque chose qui est peut-être ce qu'il y a de plus fondamental en architecture, qui est de penser l'existence même. Et donc les actes fondamentaux, ce sont des photomontages, des récits, des images qui vont traiter des 5 actes fondamentaux, donc la mort, la vie, l'amour, l'éducation et la cérémonie. Et donc les architectes se donnent comme programme la vie même. Et la vie, si on l'étudie sérieusement, comme ils prétendent le faire, eh bien l'architecture devient la vie même, et il n'y a plus besoin de faire de l'architecture puisqu'on vit. Et c'est déjà tout, quoi. Léon, tu te retrouves un petit peu dans cette vision-là? Très à l'aise. Justement, j'ai noté vous avez tous les deux mobilisé 2 sources, que je vais vous dire, qui se forment pour nous un peu 2 parmi d'autres principes directeurs qu'on se donne dans le bureau. Tu as cité Berlage. Tu as montré un projet de Berlage. Il y a une citation de lui qu'on utilise souvent, c'est « To build is to serve ». Je ne sais pas pourquoi je le dis en anglais. Mais bâtir, c'est servir. Et ça rejoint un peu ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, que quand on met une chose dans le monde, elle est au service de quelque chose. Et ensuite, toi, tu as mobilisé Align avec « Tout est architecture ». Et ça, c'est quelque chose que nous, on se redit souvent. Tout est architecture, mais tout est fiction. C'est-à-dire, chaque chose qui existe, appartient à une narration, raconte une histoire, contribue à forger les histoires qu'on se raconte sur nos civilisations et sur le monde. Je ne sais pas si ça fait vraiment trop sens ce que je dis. Si. Ok, très bien. Donc voilà, ça c'est un peu 2 prismes d'action qui sont en gros d'un côté la politique et de l'autre côté la fiction. Et peut-être que les 2 ensemble, ça fait l'utopie. Peut-être. Et le projet que je voulais vous montrer avec ça, c'était un peu plus pour parler peut-être de concrétisation, encore que c'est l'un des projets où c'est notre premier projet construit en fait, c'est le premier projet pour lequel on a eu un client, et donc il a fallu mettre dans le monde. Donc Eurotopie, c'est un projet pour le pavillon de la Belgique à la Biennale de l'architecture de Venise en 2018. Ce que ce projet visait, c'était, encore une fois, on part de la colère initiale, hein, c'était à l'époque du Brexit, où je me rappelle encore découvrir bref, aujourd'hui, on est dans des cas de figure tellement injustes outre mesure, mais à l'époque, ça avait été quelque chose de choquant pour nous d'imaginer le démantèlement de ce projet européen sous cet angle-là. Et c'est de cette colère qu'on en a observé un désengagement politique des personnes de notre génération, et particulièrement des architectes. Et on a voulu faire ce projet pour retisser un lien peut-être entre un engagement politique et une proposition architecturale. Ce que ce pavillon fait, c'est 2 choses. Premièrement, il s'appuyait quand même sur Bruxelles, sur son quartier européen, et observait la manière dont l'Europe, c'est-à-dire peut-être une utopie, peut-être pas, s'est ancrée dans le tissu bruxellois. Et cette traduction spatiale est aussi une réinterprétation de la manière dont ce quartier se glisse comme ça dans un tissu qui n'est pas fait pour l'accueillir. C'est le cas du pavillon de la Belgique qui n'est pas fait pour accueillir un amphithéâtre. Et comment on peut générer peut-être un espace de parole ou un espace de partage qui manquerait aux institutions européennes et au quartier européen. Les 2 sont sans cesse mis en métonymie, c'est-à-dire qu'on parle du quartier pour parler de l'Europe et vice-versa. L'autre chose qui rejoint aussi ce que j'essayais peut-être un peu de dire tout à l'heure, c'est que notre médium à nous en tant qu'architectes était l'architecture. Donc ici, sur cette photo, vous ne voyez que la proposition spatiale architecturale, mais c'est une proposition qui s'accompagnait de d'autres formes de médias. Il y a eu un reportage photographique du quartier européen qui visait à révéler ces interstices, un peu ces moments de faille où on perçoit peut-être un espoir ou peut-être une transgression. Il y avait un texte de fiction, il y avait aussi des interventions artistiques, il y avait aussi une installation musicale d'ailleurs de notre ami Sébastien ici présent dans ce pavillon, tous ces médiums convergeaient pour venir inviter, en fait ce n'est rien de plus que ça, inviter à ce qu'à un moment donné, un visiteur et une visiteuse
entendent ou perçoivent ou voient ou juste se posent une question. Selon nous, l'engagement politique de l'architecture ne peut pas aller au-delà de ça, sinon on tombe dans des fascismes et autres manifestations. Voilà, donc l'architecture comme levier d'action et comme récit. Absolument. Et donc de parler de l'Europe et de l'état actuel de l'Europe m'amène à te demander, Wouter, ce qu'on peut un peu tirer de l'enseignement de la cité mondiale, dans quelle mesure ça pourrait être un lieu de réflexion sur ce qui se passe actuellement et sur la ville actuelle. Et pour Otley, enfin, au cœur de la cité mondiale, hein, il y avait donc ce Mundaneum, et vous voyez dans le schéma à droite, hein, donc c'est un croquis de Heymans, et donc le Mundaneum en tant qu'institution avait comme objectif de vouloir partager le savoir avec toute l'humanité, avec tout le monde. Donc c'est de base une institution, et je pense que ça soulève vraiment la question d'abord du rôle des institutions publiques pour veiller que le savoir est un bien commun. Et donc dans le croquis que vous voyez, c'est pas seulement une institution, mais c'est aussi un réseau. Donc il s'inspire de la technologie de ce temps-là, du début du XXe siècle, téléphonie, radio, pour faire diffuser cette information et connaissance sur toute la planète, mais ça reste de base un projet institutionnel. Donc je pense que ça c'est important, certainement à ce moment-ci, parce que ces réseaux, certainement maintenant dans l'ère numérique, permettent de manière massive de diffuser l'information, mais en même temps, très vite, on peut le détourner, ça devient un instrument de contrôle et de surveillance. Et on voit maintenant très bien comment, à l'ère d'Elon Musk, par exemple, que le savoir ou ces machineries, ces technologies ne servent pas seulement l'intérêt général, mais aussi un intérêt privé, et que c'est utilisé comme outil de pouvoir. Là, je pense que ça c'est important. Si tu vas sur l'image suivante, oui. Et donc pour Otley aussi, donc ça c'est une image de l'Urbaneum, une institution qui est située de base à Bruxelles, mais qui est projetée surtout dans le monde. Mais c'était l'équivalent du Mundaneum, mais à l'échelle urbaine. Mais là, l'idée, c'était que les experts scientifiques, hein, les urbanistes en ce cas, et les hommes et femmes de la politique et les citoyens se rencontrent pour discuter de la ville et du futur de la ville autour d'une maquette, mais aussi qu'ils soient informés par les experts, hein, que la connaissance scientifique informe les décisions scientifiques qui sont prises. Et donc le savoir est défini comme un projet collectif, hein, donc une entreprise collective, et les institutions publiques de savoir comme universités, bibliothèques, tout ça, ont le rôle à jouer, mais aussi la politique à veiller pour faire que le savoir reste un bien public. Et si tu peut-être sur l'image, ouais. Et donc là, cette idée de Urbanium se traduit aussi à l'échelle internationale. Donc il projette l'idée d'un parlement mondial où les NGO, donc avec leur dynamique transnationale, entrent en dialogue avec toutes les administrations nationales et locales, donc aussi la bureaucratie, et que eux, rentrent en ce dialogue. Je pense que là, donc l'universalisme, hein, donc ça c'est le grand idéal d'Otley, ce mondialisme.
Certainement, enfin, c'est quelque part dépassé dans le sens que c'est certainement eurocentrique. Il y a aussi, c'est technocratique aussi, c'est les experts qui assistent à prendre des décisions. Aussi, c'est peut-être un peu naïf dans le sens que la manière que le savoir est construit, enfin, ça ne prend pas vraiment en compte les complexités humaines. Donc, oui, beaucoup de ces idiots sont un peu dépassés, mais en même temps, certainement avec les nationalismes qui émergent aujourd'hui, c'est clair que ça a toute sa pertinence. Et maintenant, enfin, les dernières décennies, on voit que des philosophes critiques comme Ernesto Laclau, Edith Butler et des autres essayent de redéfinir cet universalisme, justement parce que ça permet à certains groupes de revendiquer des droits euh, qui dépassent un peu leur circonscription identitaire, hein. Mais aussi, ça permet aussi de définir que ça pourrait être un nouveau cosmopolitanisme aujourd'hui qui est un peu plus contextuel et relativiste que ce que Hotley présente. Mais je pense que chez lui, la grande pertinence aujourd'hui de ce qu'il propose, c'est surtout au niveau du savoir, hein, c'est que le savoir est donc un bien public, qu'on doit transmettre le savoir et que là, les universités, bibliothèques doivent jouer un rôle important et aussi que le savoir, on doit le mettre au service de la société, hein, et la politique. Et donc, ça montre une société de savoir qui aurait pu autre et qui est très différent de ce qu'on voit maintenant avec les intelligences artificielles ouais. Mhm. Merci. Au niveau des radicaux, on a un peu l'impression que on garde une certaine esthétique, mais qu'on n'est plus du tout en capacité de réinventer la visée sociétale. Oui, l'image que j'ai choisie, c'est une œuvre de Berdaguer et Péjuc, et ils ont repris tous les grands collages mythiques de cette période-là, puis ils ont vieilli les personnages. Et ça dit beaucoup de choses, en fait. Et ça, comment j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on pourrait parler longtemps, mais la manière dont toutes ces expérimentations ont été d'une telle ont eu un tel pouvoir de séduction que ça a presque été leur condamnation, enfin je ne sais pas comment dire, leur sentence. Et Super Studio, d'ailleurs, ils en parlent beaucoup. Il y a tout un rapport mimétique aux logiques de production de sens à l'époque. Donc, par exemple, le fait d'utiliser l'image pour produire du collage, qui est une image médiatique, et donc où, en fait, il y a un mimétisme avec ce que ça critique, qui fait que si le sens critique se perd, il reste surtout le mimétisme, non ? Et donc, ce sont des images ou des projets qui ont la force de la publicité, du cinéma, de tous ces autres médiums auxquels ils ont emprunté. Ce qui fait que je pense que ça a fasciné beaucoup et ça fascine encore aujourd'hui. D'une part parce que c'est fascinant, c'est sexy, c'est drôle, c'est... Voilà. Et d'autre part aussi, et ça, mais on pourrait en parler justement, c'est parce que j'ai l'impression que chez de plus jeunes générations, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais il y a 10 ans, il y a 5 ans, c'était regarder avec une forme de nostalgie et peut-être de romantisme sur ce dernier moment où l'architecte a encore été en capacité d'intervenir politiquement dans le monde. Et d'ailleurs, ce sont des moments où les architectes conçoivent justement des villes mondiales, universelles, globales, enfin des systèmes quoi, totaux, ce qui est d'ailleurs l'utopie. Et donc je pense qu'il y a peut-être ce rapport-là qui est très fort. Si on peut peut-être... c'est mettre en place des modèles aussi. Oui. Et puis enfin, vouloir encore intervenir dans le monde et être entendu.
ce qui sont deux choses différentes. Mais aujourd'hui, il n'y a peut-être ni l'un ni l'autre. En tout cas, peut-être parce que notre vision du futur, elle est beaucoup plus, il y a un rapport beaucoup plus court-termiste aux choses. Si vous regardez la futurologie, maintenant c'est devenu le smart future. Je ne sais pas ce que ça a de futuriste et je ne sais pas ce que ça a d'intelligent. Ce serait plein de questions à poser. Mais ce que je trouve intéressant aussi dans ce potentiel critique, c'est que même à ce moment-là, même vers la fin des années, de ces 20 années d'expérimentation, au milieu des années 70 en gros, et dans certains endroits un peu partout, mais là on voit en l'occurrence Cavart qui est un moment, qui est un séminaire de différents étudiants qui vont se réunir dans une carrière. Et je trouvais que c'était drôle parce que ça fait un peu penser à certaines maquettes du Mondanéum. Ils sont dans une carrière et donc littéralement, ils vont expérimenter avec cette idée de l'archéologie. Et là, le modèle de l'archéologie comme rapport à l'histoire, et je trouve que cette idée de comment ça se rapporte à l'histoire va être fondamentale. C'est évidemment le moment où la notion d'archéologie arrive via Michel Foucault, l'archéologie des savoirs, etc. Mais le rapport à l'histoire va être réinventé. Et on perd déjà, on quitte les 30 Glorieuses, on quitte cette idée positiviste de la science et de l'architecture qui vont comme ça accompagné d'un progrès linéaire, d'amélioration de la vie. Et on en revient justement à excaver les choses et à remobiliser des savoirs avec toujours cette idée qu'il faudrait réinventer encore l'architecture. Et on va au contraire puiser dans des archétypes, dans des modèles, enfin vraiment avec ce modèle de l'archéologie, de la stratification, de l'histoire comme stratification. Donc il y a ça qui est en tension et ce qui naît là d'une certaine manière aussi, c'est ce qu'on va appeler le postmodernisme, qui émerge dans les années, fin des années 70, quoi, et qui s'appuie sur une autre écologie des faits historiques. Et peut-être pour finir, parce que je trouvais que c'était un clin d'œil pour... c'est toujours une image de Super Studio, on ne se refait pas, les obsessions, qui est, je trouve, toujours dans cette série des actes fondamentaux, qui est éducation, et qui... finalement présente un peu une idée similaire à celle de Huttelen, qui est l'idée d'une mise en... Enfin, que cette architecture transformée par la théorie de la communication, la théorie de l'information, en fait, qui deviendrait à la fois une pure activité cérébrale et une expérience corporelle. Il parle de faire de la philosophie serait une gymnastique, etc. Finalement, qui devient en fait le réseau et qui devient le réseau monde, qui n'a plus besoin d'être formalisé spatialement, en tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle crée cette mémoire universelle. Et l'architecture est ça aussi, et l'architecture devient un programme d'éducation permanente. Et donc, je trouve que ce qui peut être quelque chose dont qu'on peut, plutôt que d'être nostalgique en pleurant sur la perte de capacité de l'architecte, peut-être qu'on peut s'intéresser moins à la formalisation de leur projet qu'à la manière dont ils articulaient les savoirs et à la perspective qu'ils nous offrent sur une manière de penser l'histoire et donc ce qui arrive. Merci. Léon, tu voulais terminer avec 2 projets. Oui, je voulais rebondir par rapport à la question de levier critique des utopies. Clairement, les utopies comme projet critique et comme critique du monde, enfin, je pense que c'est clair, je ne vais pas revenir dessus, mais je voulais peut-être élargir un tout petit peu à partir de ça. Tu parles de l'architecture comme un programme d'éducation permanente et en fait peut-être que les 2 projets que je vais vous montrer là, c'est peut-être pas tout à fait de l'éducation permanente, mais c'est peut-être plutôt de l'invitation permanente à reconstruire ou réinventer des savoirs, mais peut-être aussi juste des comportements, des actes, des gestes, voilà, ces choses-là. Je vais parler des 2 projets un peu de manière mêlée parce que fondamentalement, il n'y a pas de grande distinction entre les deux. Ici, vous voyez une installation qui a été faite dans le cadre de la Triennale de Bruges, à Bruges donc, au pied du grand... comment il s'appelle ? Clocher. Bref, dans l'espèce de cour centrale du Beffroi. Voilà. Je ne sais pas qui me l'a soufflé, mais merci.
Et cette installation, c'est une installation sur 3 niveaux, en échafaudage avec des rideaux, et qui n'a pas de fonction propre, si ce n'est d'inviter à la parcourir, d'inviter à y escalader, d'inviter peut-être à y faire d'autres choses, d'ouvrir des points de vue sur des fonctions, des usages qui existent déjà ou n'existent pas ou existeraient potentiellement. Donc cette installation-là, c'est pur potentiel, en fait. Et l'autre installation que je vais vous montrer, c'est une scénographie pour le festival Horst, où on nous a demandé de faire une scène, et au lieu de faire une scène, on a fait plutôt une expérience immersive, où ce que vous voyez là, c'est uniquement un travail de lumière, où à chaque fois, ces colonnes de lumière se restructurent et régénèrent un espace complètement différent par leur position. Et ces deux projets-là, c'est des projets, mais en fait aussi comme Eurotopie, c'est des projets qui mettent en mouvement le corps, qui forcent à regarder son environnement et positionner son corps de manière consciente par rapport à cet environnement. Et c'est à partir de ces ressentis, à partir de ces émotions peut-être, qu'il y a des manières de se tenir et de se comporter collectivement qui apparaissent. Et c'est le levier là, c'est enfin, je me répète, hein, désolé, mais c'est une manière d'inviter à des projets communs. Peut-être aussi, au jour d'aujourd'hui, des manières de sortir de la sidération qui nous accable tous et toutes. Peut-être par un premier geste, une première mise en mouvement peut peut-être embrayer sur d'autres choses. Merci pour cette ouverture positive. Merci à vous trois. Je me tourne vers le public pour savoir si vous avez des questions à poser ou des remarques à faire. Non. Peut-être qu'on va clôturer ici. Je vous remercie tous les trois pour votre venue et vous tous aussi. Et donc, je vous donne rendez-vous au CAP pour la première installation qui s'appelle Vivre ensemble, dont le vernissage aura lieu le 11 avril, et ici même pour le vernissage de l'installation qui s'appelle Régénérer la ville et qui se fera dans la cour du Mondanéum. Merci au Mondanéum pour l'accueil et bonne soirée à toutes et à tous.